Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast Ortho Insider en français. La médecine privée suscite beaucoup d'intérêt au Québec, particulièrement en orthopédie. Aujourd'hui, on veut comprendre la réalité derrière ce modèle, ses avantages, ses limites et c'est quoi l'impact sur notre système de santé. Je suis Dr Marilyn No, votre animatrice de podcast, et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Pascal-André Venditoli, qui est chirurgien orthopédiste, anciennement en milieu académique et qui a fait le grand saut vers le privé. Alors, je vous laisse apprécier cet épisode sur la médecine privée. Alors, bonjour Pascal. Bonjour Marilyn, merci de me recevoir. Merci d'être ici avec nous là, sur Ortho Insider en français pour parler d'un sujet qui est de plus en plus populaire. Je pense qu'il suscite beaucoup de questions, la médecine privée. On va commencer avec une question vraiment de base. Tu es chirurgien, orthopédiste, académique, chercheur, etc. Et tu as fait le saut 100% au privé. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Mais en fait, j'ai une carrière qui a débuté il y a plus de 25 ans où, dès le début, j'ai fait une pratique mixte. J'allais opérer en privé occasionnellement, mais ma principale portion de ma carrière était académique. Je faisais de l'enseignement, de la recherche. J'avais une passion pour l'orthopédie et le privé me permettait de remplir mes semaines de travail de manière occasionnelle. Je faisais des sauts entre le privé et le public. Maintenant, au fil des années, on rencontre des difficultés, des embûches. J'étais quelqu'un de très ambitieux, idéaliste. Je voulais offrir les meilleurs soins à mes patients. Mhm. Et après 20 ans de pratique dans le système public, je me rendais compte que je tournais beaucoup en rond. Je faisais des améliorations, je proposais des nouvelles modalités de traitement et on retombait souvent à la case départ. J'avais beaucoup d'efforts à faire de manière continuelle Mhm. pour maintenir la qualité des soins. Après plusieurs années, ça devient un petit peu épuisant. On sent qu'on a envie peut-être de faire mieux, d'offrir mieux à nos patients. Et surtout la période un peu autour du COVID, évidemment, ça a frappé dur. On avait des patients qui étaient souffrants, invalides, et on ne pouvait pas offrir de soins adéquats à ces patients-là. Donc, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase, qui m'a motivé à dire, ben, je veux finir ma carrière en me réalisant pleinement et en ayant le sentiment que j'allais offrir des soins au meilleur de moi-même à mes patients. Oui, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'orthopédistes qui vont se reconnaître là-dedans, de s'impliquer à l'hôpital, essayer de faire changer les choses, puis on a l'impression que c'est un chemin de croix tellement c'est compliqué, faire des améliorations là, dans la prise en charge, là. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Est-ce que, en faisant le saut privé, tout ça est disparu? Est-ce que maintenant, tout est parfait, puis... Évidemment, c'est un autre challenge complètement, mais un challenge où on est maître un petit peu de nos décisions, de nos actions. On a beaucoup plus de liberté et je rêvais de créer un environnement où il y avait une collaboration interprofessionnelle, où on pouvait, euh, tous les investissements, toutes les énergies qu'on allait faire dans le travail journalier allaient donner fruit. C'est-à-dire que si on veut faire des améliorations, mais c'est une amélioration qui était continue. Moi, je lui dis tout le temps l'exemple, quand je mets une brique sur le mur, ben, elle reste là. Je ne recommence pas mon mur à toutes les 2 ou 3 ans. Je construis, puis j'ajoute des bénéfices aux soins que je vais apporter. Ça, c'est la principale chose que j'ai remarqué depuis que je suis en pratique privée. Maintenant, c'est pas de tout repos, hein. La pratique privée demande je travaille beaucoup plus que jamais. En termes d'investissement de temps et d'énergie, il n'y a pas de limite. La salle d'opération ne ferme pas à 3h45. Si on veut, on pourrait la faire continuer plus tard. C'est un peu une allégorie, là. Mais c'est du travail de jour, de semaine. Je dirais pas ça parce que c'est des entreprises, hein, donc Ouais. soir et fin de semaine, c'est un travail qui est différent. C'est pas de la garde où on va faire des chirurgies, mais comme chirurgien au privé, je travaille soir et fin de semaine très fréquemment, mais Mhm. sur le bénéfice de l'entreprise Ouais, je comprends. pour améliorer les soins. Évidemment, on assure la garde soir et fin de semaine pour nos patients qu'on a opérés,
Donc, il peut arriver qu'on va recevoir des appels. Nos patients, par exemple, où est-ce que je travaille, ils sont tous hospitalisés. Ouais. Donc, oui, il peut arriver des problèmes cliniques le soir, après les heures régulières. Puis ça, justement, je pense que les gens, souvent, quand on parle de privé, ils ont en tête que, bon, quand tu opères un patient en privé, tu lui donnes ton numéro de téléphone, puis il peut t'appeler n'importe quand dans le reste de sa vie. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ça dépend des Euh, pratiques privées ou... Ben, tu sais, les patients qui viennent au privé, ils recherchent une personnalisation des soins. Ils veulent être accompagnés dans leurs soins de manière beaucoup plus proche, hein, et ils veulent pas être laissés seuls. Toutes les critiques qu'on entend du système public où l'accès est difficile, on ne peut pas parler à des gens, à son médecin, à une infirmière pour être rassuré. Mhm. Mais ça, évidemment, on veut faire mieux que ça en pratique privée. Et les gens sont plus exigeants aussi. Donc, moi, j'ai la chance de travailler dans un groupe où on a créé un environnement où le patient a accès à une infirmière, à un médecin de garde ou à une personne cléricale qui va pouvoir répondre au téléphone ou à un courriel dans un délai très raisonnable ou rapidement. Personnellement, je réponds souvent à mes patients par courriel ou par téléphone, en sachant que je partage à ce moment-là mon adresse courriel ou mon numéro de cellulaire. Et j'ai jamais ressenti d'abus des patients dans ces situations-là. Les gens sont très respectueux et je pense que ça bonifie grandement la confiance des patients dans l'équipe qui donne les soins. Puis comme... tu sais, ça, je comprends que vous avez probablement développé un beau modèle, puis que vous êtes bien organisé, mais dans ce que tu entends entre les branches là, des gens qui font la médecine privée, la chirurgie privée, est-ce que c'est un petit peu toujours comme ça ou il y a des gens qui vivent des situations un peu différentes là, en lien avec ça, là, avec l'espèce de service un peu VIP qu'on doit offrir aux patients? Ben, le privé actuellement au Québec ou au Canada est en développement. Ça fait en sorte qu'il y a de la confusion. Il y a des modèles de pratiques qui apparaissent sur, on va dire, sur le marché, qui sont peut-être pas optimaux, hein. On n'a pas un historique de pratiques privées au Québec qui est très long. Et personnellement, je crois beaucoup, pour avoir vu dans d'autres pays, il y a des meilleures façons de faire, hein. Quelqu'un qui s'en va en pratique privée solo, je pense pas que c'est une bonne façon d'offrir des soins de santé. Euh, Lorsqu'on est un visiteur dans un hôpital ou une clinique, on n'a pas le même sentiment d'appartenance ou de cohésion avec l'équipe en place. La confiance qui s'établit entre les membres d'une clinique est très importante. Nous, on le vit à tous les jours. J'ai toujours pensé que je voulais optimiser la qualité des soins que je donnais parce que je travaillais dans une équipe qui était performante, en qui j'avais confiance. Donc, si j'ai toujours le même assistant chirurgical, la même infirmière de clinique externe, Ouais. je vais avoir une relation beaucoup plus sérieuse avec cette collaboratrice-là ou collaborateur-là et qui vont me permettre de donner des soins, je pense, plus adéquats. Donc, il faut repenser le modèle de soins qu'on veut donner parce que dans l'évolution de la pratique privée, il peut y avoir des déviations, des erreurs de parcours et en ce moment, c'est peut-être une période propice à ces erreurs-là. Mm. Mais, tu sais, je comprends un petit peu cette idée-là dans le modèle de soins avec l'équipe, que tout le monde un peu travaille dans le même objectif, puis tout le monde a son rôle et sait ce qu'il fait. Euh, Par contre, je pense pas que c'est seulement dans une pratique privée que tu peux avoir ça. On avait des conférenciers, entre autres à Vancouver, qui nous avaient parlé d'une pratique un peu similaire où chaque surspécialité avait son équipe, puis tout roulait là, vraiment bien parce que chacun savait ce qu'il faisait, puis tout le monde était au courant là, de ce qui allait se passer pendant l'intervention chirurgicale. Même chose, nous, à Sainte-Justine, pendant un temps, on allait dans un centre de médecine spécialisé, un CMS. Puis, pour la première fois, là, on avait une équipe de gens dédiés. Et tout le monde savait ce qui se passait. C'était vraiment incroyable. Donc, Hmm. je En comprends un témoigner. petit peu ce que tu veux dire. Mais je comprends aussi que ça peut se passer dans le système public.
C'était, Que... c'est évident que ça peut se faire, mais j'ai essayé de le faire pendant 20 ans. Peut-être que j'ai été malchanceux. Le milieu où je travaillais, j'ai pas réussi. Donner l'exemple, on avait 24 anesthésistes dans un hôpital académique et il y avait une obstruction complète à faire des groupes d'experts. Autrement dit, qu'on fasse une équipe d'anesthésie orthopédique Mhm. et de faire une équipe stable. Ça n'a jamais été accepté comme modèle de pratique, mais je suis tout à fait d'accord que ces modèles-là sont applicables autant au public qu'au privé et devraient être appliqués partout. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je suis d'accord que quand tout le monde dans la salle sait ce qu'il fait, je peux pas imaginer que l'outcome de la chirurgie est pas meilleur quand 100% des gens savent où ils s'en vont versus juste le chirurgien qui sait qu'est-ce qu'il fait puis il doit dealer avec chaque étape qui avance de Mm. la chirurgie puis bref, je suis certaine que tout le monde va comprendre cette partie-là. Mais aller en privé, ça veut pas dire que d'emblée, tu vas te ramasser avec une belle équipe comme ça, puis que tout va rouler non plus. Pas nécessairement du... Il faut la construire, hein, puis c'est ça la difficulté, c'est que quand quelqu'un débute une pratique en privé, ouvre une clinique privée, on part de zéro. Moi, je me suis rendu compte à quel point les infrastructures organisationnelles, normatives, légales, dans les systèmes publics, c'est quelque chose qui date de dizaines d'années, vingtaine, trentaine d'années, pour la plupart des centres et plus. Mais là, nous, on part de pratiquement zéro et il faut acquérir toutes ces connaissances-là et cette expertise-là. Mhm. Donc, il y a des risques aussi à démarrer des nouvelles entreprises sans, si on veut, background ou d'expérience. Ouais, puis est-ce qu'il y a quelque chose justement qui t'a comme surpris quand t'as commencé ça? Oui, ben, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qu'on n'a pas, hein. Si on pense à la stérilisation des instruments, à l'asepsie, par exemple, d'un bloc opératoire, l'entretien ménager, il y a énormément de normes et de façons de faire, on va dire, qui sont reconnues et qui sont balisées par beaucoup d'organismes publics. Et si on veut bien faire, ben, il faut vraiment être connaissant dans tous ces domaines-là. C'est pourquoi je suis totalement en faveur d'appliquer des normes de pratique et qu'il y a des instituts comme le Collège des médecins, l'INSPQ, Santé Québec, qui établissent des balises pour que les cliniques et les hôpitaux privés assurent des standards de pratique qui soient des plus hauts. Là, en ce moment, il y en a pas? Oui, OK, certainement, il y OK. en a. Le problème, c'est la prise de conscience que ces normes-là existent et de les mettre en pratique parce que quand les entreprises poussent à vue d'œil à chaque année, ben, on Ouais. peut penser qu'on ne peut pas démarrer une entreprise comme ça en criant ciseaux. C'est pas, on n'ouvre pas une succursale d'un magasin, là. C'est un Ouais. hôpital qui doit respecter toutes ces normes-là. Hmm. Puis est-ce qu'il y a des compromis ou des aspects souvent que, tu sais, à part ce qu'on vient de discuter, que les gens n'ont pas pensé quand ils se lancent là-dedans? Mettons une personne parce que là, on parle de se partir vraiment à une clinique puis d'ouvrir son hôpital privé, mais quelqu'un qui veut juste aller faire des cas comme ça dans le privé, est-ce qu'il y a des choses auxquelles souvent on n'aurait pas pensé, mais qu'il faut faire ou... Bien, évidemment, je pense que les médecins d'usage vont travailler dans un milieu hospitalier pendant une bonne partie de leur pratique. C'est rare que les gens changent de milieu parce qu'on sait que la pratique médicale, ça demande une certaine stabilité. Ce qu'on fait, c'est souvent des chirurgies de haute voltige qui demandent un travail d'équipe. Donc, il ne faut pas penser que si on peut exporter cette expertise-là du jour au lendemain dans un milieu inconnu, Hmm. avec des nouvelles personnes, un nouvel environnement, des nouveaux instruments. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut penser. Et moi, je pense qu'il faudrait le faire de manière méthodique, un peu par étapes, puis s'assurer que la qualité et la sécurité sont conservées. Mhm. Puis, parce que là, on a parlé justement de ça, la qualité des blocs opératoires privés, tout ça, il y a des règles qui existent, mais est-ce qu'il y a quand même
différents niveaux de qualité de soins qui sont offerts dans le privé? Admettons, moi, je me cherche un endroit où faire la chirurgie au privé. Qu'est-ce que je peux faire pour comme avoir une meilleure idée? Est-ce que toutes les règles sont respectées? Ben, en ce moment, la seule organisme d'évaluation qui est assez uniformément accepté, c'est Agrément Canada. OK. Donc, c'est une obligation pour une clinique médicale spécialisée au Québec qui offre des chirurgies d'avoir un agrément OK. qui se fait aux 4 ans. Et donc, cet agrément-là va être agrément standard, agrément avec mention ou avec mention d'honneur. Donc, ça, c'est des niveaux de qualité qui peuvent donner une idée OK. de la valeur de la clinique qui va être où vous pourriez travailler ou aller, par exemple, vous faire soigner. OK. Parfait. Mais ça, c'est un bon truc, là, déjà, C'est très exigeant. d'avoir C'est une ça. préparation pratiquement d'une année pour faire OK. l'agrément. Ça OK. demande l'effort de toutes les parties prenantes, infirmières, inhalothérapeutes, anesthésistes. Moi, je joue le rôle de directeur médical dans la clinique. C'est un rôle qui est maintenant très, très important suite à la loi 15 que Santé Québec applique. Cette loi-là donne beaucoup de responsabilités et de pouvoir au directeur médical. Donc, c'est un rôle qui n'est pas à prendre à la légère, parce que si, par exemple, il y avait un bris de stérilité dans un CMS, Mhm. une éclosion, tout ça, c'est le directeur médical qui doit répondre de ces aléas de la pratique OK. médicale. OK. C'est une bonne responsabilité. Responsabilité de gestion, donc Mm. ça prend du temps, ça prend des connaissances, puis il faut être intéressé par ces tâches-là. Moi, c'est un nouveau challenge rendu à ma carrière, puis je trouve que c'est très, très intéressant d'aller dans ce détail-là, des choses que je ne voyais pas du tout quand j'étais à l'hôpital. On s'attend à l'hôpital que la stérilisation soit faite de nos instruments, que le checklist soit fait par l'infirmière et que tout le pré-op ait fait la préparation du patient de manière Mhm. optimale. Mais quand on devient responsable, ben ça devient... euh, c'est un élément un couteau à deux tranchants parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, moi, je trouve que c'est très passionnant. Mhm. Je vais changer un peu de sujet. Je reviens au système public. Est-ce que maintenant que le privé a fait son entrée au Québec de façon plus marquée qu'avant, est-ce que notre système public, c'est fini, il n'y a plus d'espoir là, de l'améliorer puis de le rendre? Non, j'ai tout le temps été très optimiste, puis je pense que un système public fort est primordial, hein. Je crois énormément au système public. Maintenant, le challenge que vivent tous les pays développés, c'est que le coût de la santé explose, Mm. hein, et ça prend une grosse proportion des budgets. C'est très difficile à gérer dans une enveloppe budgétaire fermée, hein. On dit les coûts de la santé augmenteraient de 5-6 par année, mais le budget il augmente de 1 à 2. Donc, comment on fait pour arriver à finir combler le budget annuellement? La solution qu'ils ont trouvée, c'est de restreindre le panier de services et restreindre l'accès. Ce qui sont deux méthodes, en fond, qui sont peut-être pas idéales parce que ça laisse des gens pour compte. Mhm. Et les premiers laissés pour compte, ben, c'est des gens qui ont besoin de chirurgie fonctionnelle, comme la Mhm. chirurgie orthopédique, ou qui n'ont pas un lien avec la vie, que ce n'est pas des chirurgies du cancer, par exemple. Fait que le système public est très important pour faire des chirurgies majeures, complexes, qui ont besoin de soins ultra spécialisés. Et ça, il faut valoriser ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les soins globaux à la population? C'est d'avoir un système parallèle, privé, qui prend en charge les chirurgies plus simples, où on peut aller chercher de l'efficacité, c'est-à-dire, pensons aux chirurgies de cataracte, aux chirurgies médecine sportive, les Mm. chirurgies d'arthroplastie. C'est des choses qui peuvent se faire en dehors de l'hôpital, Mm. peut-être à coût moindre et avec plus d'efficacité. Ceci étant dit, ça amène au point où il ne faut pas mettre en contradiction privé et public en disant, ben,
Le privé, vous faites juste les cas faciles et on est pris à l'hôpital avec les gros cas. Mais chacun sa vocation. Je pense pas jamais qu'on pourra faire des soins tertiaires de chimiothérapie en privé. Ça Mhm. fait pas de sens. On n'aura pas non plus d'appareils de médecine nucléaire dans tous les petits hôpitaux privés au Québec. Ouais. Euh, Fait que c'est de voir comment les deux systèmes, les deux secteurs peuvent être complémentaires et comment on peut les utiliser à meilleur escient. Ouais, parce que en ce moment, les cas qui sont faits au privé, je comprends qu'il peut y avoir des cas plus complexes, mais souvent, c'est, admettons, en arthroplastie, c'est des arthroplasties plus primaires. Je sais pas si vous faites beaucoup de révisions là, dans le setup privé, mais c'est peut-être plus des cas qu'on appellerait de routine. Ben, ça dépend, premièrement, de la clinique privée. OK. Nous, on peut hospitaliser tous nos patients. Donc déjà, ça change un petit peu la donne par rapport à de la chirurgie ambulatoire. Donc, on fait des révisions. On en fait à peu près une cinquantaine par année. OK. Et le facteur limitant pour nous, c'est on n'a pas d'accès à une banque de sang, par exemple. Hein. Ah, OK. Donc, avec les règles au Québec, on ne peut pas avoir de culot sanguin pour transfuser nos patients en cas d'une anémie sévère. OK. Donc, on voit les limites du système. On ne peut pas nous reprocher de ne pas faire de cas complexes si on n'a pas accès aux moyens Je comprends. pour offrir des soins sécuritaires. Fait qu'il faut bien choisir les cas en fonction de la durée de chirurgie, le risque de complications ou le risque de perte sanguine. Ça, c'est un exemple par Je rapport à comprends. mon domaine. OK. Puis, si, mettons, on sort justement des hôpitaux, les cas plus de routine, parce que ça se fait bien, ça se fait mieux à l'extérieur des centres tertiaires ou des gros hôpitaux, qu'est-ce qui va se passer avec la formation des apprenants? Tu sais, les résidents qui veulent avoir ce genre de cas-là, mais là, il y en a comme plus vraiment dans leur milieu de formation. Qu'est-ce Nous, qu'on ça fait nous fait avec eux? plaisir de recevoir les étudiants, les résidents ou les fellows en privé. On en reçoit beaucoup. Ils viennent voir ce qu'on fait parce que c'est une pratique complètement différente de Mhm. l'hôpital, complètement, beaucoup différente de l'hôpital. Et je pense qu'il faut intégrer ces centres-là dans le cursus académique. Quand moi, bon, je suis professeur universitaire, titulaire, j'aimerais ça poursuivre l'enseignement, la recherche, mais quand j'ai annoncé à mon directeur de département que j'allais passer au privé, ça a été presque l'hécatombe à l'université. On dit, il faut t'enlever ton titre de professeur, tu peux plus faire de la recherche. Puis j'ai dit, pourquoi? Je dis, je suis la même personne, c'est juste que mon milieu de pratique change. Je pense que dans d'autres domaines, en ingénierie, en chimie, le milieu privé est utilisé. Hein. Je suis sûr que la Polytechnique vont utiliser Bombardier, les grands secteurs privés Mhm. pour former leurs étudiants. Donc, pourquoi pas la médecine? Ça se fait ailleurs dans le monde aussi. Donc, moi, je pense que là, on est juste dans une période où les gens comprennent mal le rôle du Ouais. privé et c'est pas encore clarifié. Mais en même temps, tu sais, ce que tu disais, c'est vrai. Dans le fond, dans le privé, un des avantages, c'est que tu as une équipe, tu sais, tout le monde sait où il s'en va, ce qu'il fait, a son rôle. Quand on ajoute un résident dans cette histoire-là, ça va un peu briser ce rythme-là, non? Parce Oui. que je vois l'idée, là, ce serait vraiment Mhm. intéressant. C'est une belle exposition, mais est-ce que vraiment ce serait un beau milieu d'apprentissage quand même pour un résident? Évidemment, ça ne sera pas le milieu traditionnel qu'on connaît, Mhm. où see one, do one, teach one. Bon, en privé, on ne peut pas faire ça. Moi, en fellowship, j'ai vécu cette dualité-là. Lorsque j'étais en Australie, le même chirurgien, qui était mon professeur, travaillait au public et au privé. Quand j'allais au privé avec lui, je l'assistais, je l'aidais, mais je ne pouvais pas opérer Mhm. ses patients privés. Mais lorsque j'allais au public, j'avais une salle pour moi comme fellow et lui était dans la salle adjacente. Et là, on avait, dans le fond, du hands-on comme fellow, comme résident. Donc, il y a des modèles qui sont peut-être pas habituels ici au Canada
qui devraient être intégrés. Mhm. Donc, ça va évoluer. Je pense qu'il faut que ça évolue. Ouais, probablement. Parce que quand j'écoute ça, je me dis, bon, OK, ça veut dire que les patients du privé sont opérés juste par le patron, puis ceux du public par les résidents. Dans tous Je les sais pays du pas. monde, c'est la valeur, la plus-value du privé, c'est le patient qui va choisir son chirurgien. Ouais. Donc ça dit, ben, je vais aller au privé parce que je choisis mon chirurgien, je choisis l'hôpital où je vais être soigné. Donc, c'est le patient qui a le pouvoir de décider de ses soins. Mm. Ici, au Québec, on a été au Canada, on a beaucoup mis le patient, on a donné des pouvoirs différents aux patients. Autrement dit, euh, le chirurgien, autant au privé, au public, ben, il devait prendre charge du patient et ça n'existe pas au public ailleurs. Hein. Parce que sinon, la valeur du privé perd un petit peu de son sens. Ici, en ce moment, ce qui est dommage, c'est que le privé attire des patients principalement par le manque d'accès ou la pauvre performance du public, alors que ça devrait être différent. Moi, je crois fermement que si on évolue, le privé devrait être beaucoup plus restreint à des chirurgiens, des endroits qui offrent des soins, on va dire, d'un niveau pas nécessairement meilleur, on peut dire meilleur, mais c'est un environnement de soins qui est différent, des soins peut-être un peu plus personnalisés, et là, le patient va être prêt peut-être à débourser des sous pour aller dans le secteur privé. Actuellement, les gens vont au privé uniquement parce qu'ils sont souffrants, ils sont invalides, ils ne peuvent pas travailler, et ils cherchent une porte de sortie à leur malheur. Mm. C'est pas le modèle de privé qui existe ailleurs dans le monde. Mais justement, les gens en ce moment, ils cherchent beaucoup de solutions comme ça. Puis souvent en orthopédie, quand les gens nous consultent, ils ont l'impression qu'on n'est pas des orthopédistes, mais des magiciens. Hein. Souvent, on dirait que c'est les attentes de nos patients, qu'on va régler leurs problèmes juste comme ça. Mais on sait très bien que la chirurgie, ça ne règle pas tous les problèmes. Puis, je pense que c'est une inquiétude qui existe de savoir est-ce que dans le privé, justement, on risque de se faire offrir des chirurgies qui vont pas nécessairement régler le problème, mais juste parce que le chirurgien qui est là, ben, c'est une business, il doit Mhm. recruter des patients pour pouvoir travailler. Donc, être peut-être un petit peu plus libéral sur les indications chirurgicales, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit quand même dans le secteur privé? C'est un des méfaits du secteur privé, puis ça existe partout où le privé existe. Et la seule façon de réguler ça, si on veut, c'est l'aspect normatif, c'est-à-dire que, vous voyez, aux États-Unis, c'est l'exemple le plus caricatural. Les gens ont peur des poursuites, donc ce qui va les empêcher d'être un petit peu extravagants dans leurs indications, c'est la peur Mhm. d'avoir un recours légal contre eux. Le Collège des médecins est là aussi pour protéger le public et vérifier que la qualité de l'acte est toujours là. Donc, oui, c'est un élément et il faut qu'à ce moment-là, il y ait une régulation par le normatif et le légal euh, pour minimiser ces aspects-là. Mais chaque système, chaque secteur a ses défauts. Mhm. Tout à fait, tout à fait. On pourrait dire la même chose dans le système public où on va peut-être proposer moins de chirurgie de par le non-accès au bloc opératoire. Donc, ça. Bon, c'est quelqu'un qui veut se faire opérer pour un hallux valgus. Bonne chance aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas avoir de soins adéquats s'ils ont un problème banal comme un orteil marteau. Ce que ça fait, c'est qu'on voit l'effet dans la société. Les podiatres croissent en nombre et sont formés pour faire ces chirurgies-là. Mhm. Et les patients vont les consulter, se font opérer par des podiatres en dehors du système public. Et donc, c'est comme si on venait d'évacuer une clientèle du système public. On venait de dire que la chirurgie du pied était devenue du secteur privé. Euh, et donc, on voit, ça existe dans plein d'autres exemples comme ça, mais c'est un des problèmes du secteur public d'avoir un modèle de facturation unique qui dicte un peu les pratiques.
Donc, les gens vont délaisser certains actes, en favoriser d'autres. Mhm. Le modèle de facturation ne donne pas de souplesse pour offrir des soins différemment. C'est-à-dire que si on est payé un très bas tarif pour faire une visite de suivi ou pas du tout, qu'est-ce qui arrive? Les médecins arrêtent de faire les suivis ou prennent 5 minutes par patient et envoient 80 dans la journée. Donc, c'est des modèles de pratique qui sont engendrés par la structure administrative. Mm. Quand on est au privé, moi, je pense que la valeur, c'est d'offrir des soins différents. Ça veut dire que si le patient aimerait ça, par exemple, pouvoir avoir 30 minutes, 45 minutes avec son chirurgien, ça va créer une demande et les gens vont s'adapter. Autrement dit, ben, c'est sûr que le tarif va être plus élevé que le tarif de la Régie de l'assurance maladie du Québec, Mm. mais le patient va peut-être avoir un service qui lui convient. Mhm, je comprends. Puis, justement, le patient qui va au privé recherche quelque chose, recherche un aspect particulier, là, que ce soit l'accès ou avoir plus de temps avec le médecin. Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, le privé en orthopédie commence à être saturé? Puis que les patients, justement, vont faire plusieurs consultations avant de décider d'aller pour une chirurgie au privé? Euh, Dire que c'est saturé, je pense pas parce que, en fait, pourquoi c'est saturé de manière artificielle, c'est qu'actuellement, les gens doivent payer 100% de la facture de leur poche. Donc, la clientèle qui peut s'offrir des soins chers, elle est quand même limitée. Si le gouvernement remboursait, par exemple, comme en Australie, 80% de la facture, il y aurait une explosion de la demande au privé. Mais actuellement, c'est le facteur financier qui va limiter. Et on sait que la population vieillit, les gens ont de plus en plus de problèmes dégénératifs articulaires. Donc, on estime même qu'il va y avoir une augmentation de pratiquement 50 à 100% dans les prochains 10 à 15 ans. Donc, il va falloir qu'on s'adapte, tant le public que le privé, pour fournir à cette demande-là. Mm. Donc, j'ai l'impression que les patients orthopédiques vont avoir besoin de toutes les ressources nécessaires là, dans les prochaines années. Ouais. Moi, j'avoue que le privé, pour moi, ça sonne toujours un peu inquiétant. Ayant fait mon fellowship à Boston, j'ai été vraiment, j'ai baigné dans le système, là, mais c'est le système très particulier américain, mais on passait d'un accès à des soins absolument incroyables, de qualité inimaginable, à comme pas de soins, là, du tout. Puis on voyait même sur le campus de l'université Harvard des gens avec des pieds beaux non traités qui travaillaient, là, des personnes très, très âgées qui travaillaient parce que justement, ne pouvaient pas s'offrir d'arrêter de travailler ou carrément n'avaient pas d'assurance qui payait les soins. Même nos assurances comme fellow dans l'hôpital, on ne pouvait pas se faire traiter dans l'hôpital où on travaillait parce que l'assureur ne couvrait pas les médecins de cet hôpital-là. Donc, ça faisait vraiment en sorte que, tu sais, c'est même pas un système à deux vitesses, là. C'est un système où on peut être très chanceux puis avoir les meilleurs soins du monde, mais ça, c'est moins de 10% de la population, alors que tous les autres, ben, c'est vraiment des niveaux très variables jusqu'à pas grand-chose. Euh, En ouvrant la porte au privé, est-ce que, en quelque sorte, on s'expose quand même à un jour s'en aller dans un genre de système où il va y avoir une inégalité dans les soins offerts à la population? Ben, évidemment que l'exemple des États-Unis, c'est l'exemple à ne pas répéter, hein. Mm. Et si on ne veut pas en arriver là, il faut prendre les bons moyens maintenant pour faire un système mixte qui soit beaucoup plus équitable. C'est-à-dire, on prend l'exemple des pays scandinaves, les pays européens, on a mentionné tantôt l'Australie, Corée du Sud, où l'équité entre les soins privés et publics est beaucoup plus réduite, est beaucoup meilleure. Autrement dit, les écarts sont beaucoup, beaucoup plus réduits. Et pour y arriver, ben, il faut mettre des balises, il faut euh, faire en sorte que le système public reste performant. Et là, ça, c'est la défaillance aux États-Unis, c'est qu'ils ont laissé pour compte tous les gens du système public. Ils ont un peu dénigré l'investissement dans ce système-là. Et ça, c'est le danger. Donc,
Je pense qu'il faut prendre des bonnes décisions et actuellement, c'est un peu difficile parce que on dirait qu'il y a beaucoup de confusion hein, à cause de la loi canadienne, à cause des règles interprovinciales où chaque province décide un peu du système de santé. On a de la misère à se concerter, à avoir une vision de ce qu'on veut comme système de santé canadien. Moi, j'espère que ça va se passer dans les prochaines années. Tant qu'on va avoir l'utopie de maintenir le système de santé public universel, on va juste retarder euh, l'avènement de la mixité efficace. Il ne faudrait surtout pas attendre d'être rendu au bout du précipice où là, le système public s'effondre complètement et justement, on prendrait une mauvaise tangente vers un Mhm. système privé trop fort. Parce que là, en ce moment, notre système public, on dit tout le temps qu'il manque, tu sais, oui, le financement du système en question, c'est un problème, mais aussi la main-d'œuvre, c'est un problème. On manque d'infirmières, on manque d'inhalos. Comme si on fait grossir le système, le secteur privé, mais nécessairement, tu sais, on va aller retirer des Les employés du ressources. système public, puis on va un peu exacerber le problème au public parce que j'imagine que pour tous les corps de métier, le fait de travailler en privé, c'est quand même des conditions de travail qui sont meilleures que dans le système public. En fait, là, oui, beaucoup de gens viennent travailler au privé parce ils sont déçus un peu de leur emploi qu'il y avait au système public. Mais la principale raison pour laquelle les gens quittent, c'est parce qu'ils n'ont pas le sentiment de pouvoir se réaliser. Ça veut dire qu'ils sont surchargés dans le travail. Ils ne peuvent pas donner les soins adéquats qu'ils aimeraient donner, que ce soit l'infirmière, l'inhalothérapeute, Mm. l'orthopédiste. Mm. Et c'est un peu par dépit qu'ils quittent. Si leur milieu de travail était satisfaisant, ils ne quitteraient pas. Ceci étant dit, le problème auquel on fait face aujourd'hui avec la main-d'œuvre, c'est des années et des années de mauvaise gestion. Autrement dit, comme on a parlé tout à l'heure, pour contrôler le budget, ils se sont dit on va contrôler le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, le nombre d'inhalothérapeutes, et chaque orthopédiste qui gradue et entre en fonction, c'est comme un nouveau poste de dépense. Donc, on contrôle le nombre de postes de dépenses et le budget va être contrôlé. Alors que moi, ma vision des soins, c'est beaucoup plus de remettre entre les mains des patients le pouvoir et l'autonomie. Et pour ce faire, il faut absolument que la main-d'œuvre soit là. Si les patients ont besoin de soins et demandent des soins, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour les prodiguer. Dans beaucoup de pays européens, que ce soit l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, la main-d'œuvre est beaucoup plus nombreuse parce qu'ils n'ont pas restreint les entrées à l'université, ils n'ont pas restreint le nombre de postes de résidence dans diverses spécialités et ceci faisant, ça crée une certaine compétition qui est OK. peut-être plus saine. Ouais. Peut-être ça va faire même baisser les tarifs qui pourraient apparaître au privé parce qu'en ce moment, s'il y a de la rareté, ce qui fait, c'est que les gens veulent rehausser leur salaire, autant au public qu'au privé. On le Mhm. voit avec les négociations en ce moment des fédérations médicales. Ben, ils jouent sur la rareté pour faire augmenter la valeur de leurs services. Mais ça se passe dans toutes les professions. Ouais. Je vois parfaitement. Puis l'autre chose qui est un peu inquiétant, c'est puis c'est surtout en ce moment où on est comme on sait pas trop où on s'en va, puis il y a plusieurs personnes qui hésitent, OK, est-ce que je fais ça au privé, tout ça. En ce moment, justement, étant donné la rareté des orthopédistes, si deux orthopédistes d'un même service quittent le service, ça va augmenter de beaucoup la charge de travail sur le reste de l'équipe à Bien l'hôpital. sûr. Euh, Comment on va gérer ça? Parce que déjà, comme orthopédiste, on travaille énormément. Des fois, ça prend juste un membre qui quitte de façon un peu rapide, là, puis on s'entend qu'on remplace pas quelqu'un en 2 semaines, là. Ça nous prend un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qui va se passer avec les orthopédistes là, qui restent là, dans le système public, qui vont complètement être débordés, puis... Ben, en fait, la pire chose qu'a pu faire le gouvernement en 2025, c'est d'adopter
adopté la loi 83. La loi 83, pour ceux qui la connaissent ou qui la connaissent pas, mais ça a compartimenté le secteur privé et public. Autrement dit, moi qui est 100% privé, je ne peux pas aller donner un coup de main à mes collègues au public pour faire la garde, remplacer durant la période estivale, peu importe, ou faire des chirurgies que je ne peux pas faire au privé, des cas complexes que j'aimais bien faire. Donc, ce compartimenter les secteurs, moi, je pense que c'était la pire des solutions. Les médecins au Québec, surtout les orthopédistes, ne sont pas utilisés à 100% de leur capacité. Ce que la Fédération des médecins en pratique privée que je représente ont proposé au gouvernement, c'était beaucoup plus de dire que le médecin qui est au public remplisse ses devoirs. S'il remplit ses devoirs, il fait sa garde, il fait ses salles d'op qu'on lui donne, bien, après ça, les autres journées, il peut faire ce qu'il veut. Il pourrait aller au privé, il pourrait aller en vacances, il pourrait aller faire de la recherche, mais il n'y a pas de raison de l'empêcher de faire une autre activité et vice-versa. C'est-à-dire que celui qui est au privé, qui va aller donner un coup de main au public, bien, pourquoi pas? Je pense que les dirigeants, les décideurs comprennent pas bien ce qu'on vit sur le terrain. À chaque fois qu'on en parle avec des journalistes, avec des politiciens, ils sont tout le temps surpris qu'on opère une journée par semaine, qu'on peut faire une clinique par semaine parce que sinon on n'a pas accès à une infirmière, une secrétaire, une commis. Et ça, je pense que c'est un manque de vision. Et actuellement, c'est la problématique, c'est que c'est différent pour les spécialités. Un médecin interniste, lui, il peut travailler 5 jours par semaine avec un bureau, faisant des tournées à l'étage. Il n'est pas limité dans sa pratique. Mais les orthopédistes et d'autres spécialités chirurgicales, nous, on est contraints par l'accès au plateau technique. Oui, je comprends. Puis, je pense que ce même problème-là d'être confiné à soit rester au privé ou au public va engendrer une autre inquiétude. C'est quand on est au privé et qu'on a des complications, en théorie, on peut même pas vraiment s'occuper de nos propres complications. Est-ce que... Exactement. Hein. Puis ça, pour nous, en tout cas, les collègues avec qui je travaille, ça nous préoccupe beaucoup parce que d'abord, on fait tout pour en avoir le moins possible de complications. Et quand ça arrive, bien évidemment comme tout le monde, on est très préoccupé et on aimerait ça pouvoir s'en charger. J'aimerais ça pouvoir soigner mon patient, mais si il y a une infection profonde de sa prothèse, ça me prend un microbiologiste, ça me prend peut-être une banque de sang pour faire la révision un peu plus complexe. Donc, je ne peux pas le faire dans mon milieu privé. Je crois qu'il faut absolument adapter les lois, les règles pour faciliter la pratique mixte. C'est l'unique solution pour que, dans le fond, autant les deux secteurs puissent faire leurs devoirs et prendre leurs responsabilités. Ouais. Mais en ce moment, tu sais, comment, tu sais, je sais que ça arrive pas souvent, les complications, mais quand ça t'arrive, comment tu te sens d'avoir à déverser un peu ça sur tes collègues qui sont au public? Bien, personnellement, on n'est jamais bien avec cette situation-là, puis on essaie de tout faire, toutes les complications que moi je peux soigner dans mon hôpital privé, je vais essayer de le faire. Même, Ouais. on le fait à coût, on perd des sous parce qu'on le fait gratuitement pour les Ouais. patients. Maintenant, ceci étant dit, on ne peut pas prendre toutes les responsabilités et la loi québécoise mentionne clairement que les complications sont de la responsabilité du secteur public. Souvent, les gens ne sont pas au courant de ça. Un patient qui arrive le samedi soir avec une cellulite monstre de son genou, ils disent, ben, retournez voir votre chirurgien au privé. Oui, mais on n'a pas d'antibiotiques intraveineux, on ne peut pas donner ça on n'a pas un hôpital, on n'a pas le setup pour faire ça. Donc, je pense qu'il faut toujours garder le patient au centre de nos préoccupations. La personne qui s'est fait soigner au privé le fait par dépit, parce qu'il ne peut pas avoir les soins dans le secteur public. Il a payé de sa poche, il a libéré une place sur la liste d'attente au public, et là, il lui arrive un malheur. Il faut à tout le moins, il faut prendre soin de cette personne-là, peu importe dans quel secteur on est. Et
toujours pensé que les gens sont de bonne volonté. Euh, Moi, souvent, je me dis, ben, j'essaie de faire mon maximum pour appeler, contacter le médecin qui va peut-être recevoir ce patient-là pour l'informer de la situation. Et j'espère qu'on va avoir une collaboration la plus efficace pour que le patient reçoive les meilleurs soins. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Je pense justement, il y a beaucoup de médecins qui sont dans ces situations-là du côté public, qui reçoivent, par exemple, les complications de leurs collègues en privé. Je sens beaucoup de frustration de ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour rendre cette situation-là moins problématique? Parce que je peux quand même me mettre Mhm. dans leur peau, puis c'est vrai que c'est plate un peu d'agir comme dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas que ce soit comme ça? Ben, il y a beaucoup de mentalités à changer. La première chose, ça serait de permettre la mixité de la pratique. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'élément de base. Mm. Mais pour arriver à ça, quand je dis qu'il y a beaucoup de mentalités à changer, prenons les grandes fédérations, hein, Fédération des médecins spécialistes, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ces deux fédérations-là, ne veulent pas représenter les médecins en pratique privée. Déjà, il y a déjà des grosses barrières qui se sont établies il y a plusieurs années en disant on fait deux catégories de membres, deux catégories de médecins, comme si les gens c'était noir et blanc. On était le diable ou le Saint-Esprit. C'est pas comme ça. On est tous là pour soigner des patients. Et pourquoi pas envisager que le médecin puisse faire les deux. Je pense que ça se fait déjà pardon, par exemple en chirurgie plastique. Mm. Ouais. Eux, ils le font quotidiennement de faire les deux secteurs. Et pourquoi pas dans les autres spécialités. Je pense qu'il faut évoluer vers ça. Je pense que ça va être bon pour tout le monde. Les Mm. irritants vont être atténués et les patients vont être mieux pris en charge. Probablement un des irritants, c'est parce que c'est certain que faut pas se le cacher, mais la pratique en secteur privé est beaucoup plus payante que dans le système public. J'imagine que c'est toujours un peu délicat, justement, de savoir que, bon, notre collègue, il a fait ça en 20 minutes, puis nous, finalement, on va passer plusieurs heures pour une fraction là, de ce qui a pu être payé à ce moment-là. Là. J'imagine que ça doit pas être très facile, puis ça pourrait passer par là un élément une solution, en fait, là, c'est juste d'ajuster les tarifs pour ça. Ça peut être, les tarifs, moi je pense que c'est pas une bonne idée d'ajuster les tarifs parce que ça nivellerait vers le bas la pratique privée. Autrement dit, on voudrait dupliquer la pratique publique, ce que je pense qui est pas une bonne idée. Tantôt on en a parlé qu'on veut créer une pratique complémentaire. Ça veut dire que si on copie le livre de la Régie de l'assurance maladie puis on dit voici ce que vous pouvez facturer au privé, ben c'est la mort du privé pour moi. Ça veut dire que euh, comment un médecin va passer, je passe au moins des fois 45 minutes avec un patient en consultation initiale, j'en vois 10 à 12 par jour, ben ça c'est ma pratique au privé. Quand j'étais au public, on envoyait 50 par jour des patients parce que c'est une pratique complètement différente. Mm. Euh, les attentes sont différentes, donc il faut éviter ça, mais d'aller prendre charge de mon patient qui a une complication moi-même, sans frais ou peu importe, là, dans le système public, puis de m'en occuper, ça me ferait plaisir. Mm. Et je pense que tous les médecins en pratique privée seraient d'accord avec ça. Euh, Maintenant, il faut qu'on puisse le faire, puis qu'on nous donne l'opportunité de le faire. En ce moment, c'est plutôt une tangente complètement différente qui a été prise avec la loi 83, Ouais. qu'on essaie de faire tomber pour que on puisse revenir à un état qui soit déjà un peu mieux qu'avant. Puis, comme, qu'est-ce qui va se passer là, avec ton expérience, tout ça, dans les prochains mois? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Est-ce que... Je sais que c'est pas facile, là, déjà, la situation de façon générale avec Ouais. les médecins spécialistes, tout ça, mais qui va faire en sorte qu'on va prendre les bonnes décisions dans cette voie-là?
Moi, je suis assez impressionné par ce qui a été proposé en Alberta. Récemment, la première ministre de l'Alberta a dit qu'il voudrait faire un système de santé mixte en permettant aux médecins de pouvoir pratiquer dans les deux secteurs. Donc, c'était comme un peu de s'imprégner de ce qui se fait ailleurs dans le monde, pays scandinaves, Europe, pour essayer d'implanter ça dans la province canadienne. Je pense que ça va avoir un effet très fort sur ce qui va se passer dans le reste du Canada. Le Québec est un pionnier en pratique privée, mais je pense que ça a été mal géré, mal orchestré. On se retrouve aujourd'hui avec une situation où le gouvernement voudrait contrôler la pratique privée pour ouvrir la valve, fermer la valve, dicter les tarifs. Je pense que le pouvoir doit revenir au patient. Ça, c'est pour moi, ça c'est le plus important. Si c'est le patient qui a le pouvoir, le reste devrait s'ajuster assez aisément. Et actuellement, les dirigeants au Québec ne sont pas de bons collaborateurs. Santé Québec, j'ai demandé de les rencontrer plusieurs fois depuis le mois de mai 2025 et toutes les rencontres ont été annulées à la dernière minute. On n'a jamais pu s'asseoir avec eux pour discuter d'une vision, faire des propositions. Donc, on a un gouvernement qui est très autocrate, hein, qui décide par lui-même, qui prend des décisions et on n'a pas l'impression que c'est tout le temps les bonnes décisions qui sont prises. Mm. Euh, Moi, j'ai vu comment ça peut être bénéfique ailleurs dans le monde, le système privé et public. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on a vu aussi de mauvais exemples, Mhm. comme nos voisins du Sud. Donc, le seul moyen qu'on fasse bien, c'est de le planifier, puis que ça soit une façon un peu plus concertée. Mhm. Donc, j'espère que ça va arriver, peut-être avec les changements de gouvernement, le changement de dirigeants. Peut-être qu'on va écouter ce podcast-là dans un an, puis on va dire, mon Dieu, tout s'est bien déroulé, on a maintenant le meilleur système. Euh, j'ai quelques questions en rafale pour la fin, mais est-ce que tu avais un autre point que tu aimerais qu'on aborde sur le système privé qu'on n'aurait pas encore parlé? En fait, souvent les gens se demandent pourquoi les médecins décident d'aller au privé, hein. Puis je trouve que c'est une question qui suscite beaucoup de questionnements pour les patients, pour les politiciens, pour les journalistes. Et mon cheminement de carrière a fait en sorte que euh, tous les soignants, quand on regarde autant les infirmières, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, on veut soigner, on veut soulager les gens, on veut leur offrir. On sait qu'on a des traitements super efficaces. Mhm. On redonne de la qualité de vie. On prolonge la vie, même des patients âgés qui seraient invalides et qui pourraient développer des complications de leur invalidité. Et le fait de ne pas pouvoir donner ces soins-là dans un délai raisonnable, de voir l'impact de notre impuissance à offrir les soins adéquats, ça, c'est très, très lourd Mhm. pour les cliniciens. Tous mes confrères qui travaillent dans le système public le vivent parce que je l'ai vécu pendant plus de 20 ans. Et ce fardeau-là qu'on a sur les épaules, il y en a qui le gèrent mieux que d'autres, hein. On peut se désengager, se désinvestir de la pratique, se faire une carapace, et vivre avec ça. D'autres vont des fois avoir un peu des symptômes dépressifs, vont devenir découragés, vont prendre une retraite prématurée. Donc, moi, j'ai choisi de faire autre chose, de dire, je vais essayer d'aller au privé, de voir si le fait de me réaliser, d'offrir les meilleurs soins va me permettre enfin de finir ma carrière satisfait. Et je suis très content de l'avoir fait parce que aujourd'hui, j'aurais le goût de travailler peut-être encore 15 ans. Je vois pas le jour peut-être de ma retraite. Alors que quand j'approchais la cinquantaine, je commençais à regarder les années sur le calendrier, puis je me dis, bon, c'est quand la retraite? Parce que
j'avais perdu un petit peu espoir d'être satisfait de mon travail. Je comprends, mais c'est vraiment un bon exemple. Puis pour le rendre encore plus simple, là, pour les gens qui pourraient se demander pourquoi on a envie parfois de faire ça. Puis on en a parlé tantôt brièvement, mais pour devenir orthopédiste en centre universitaire, on a 12 ans de formation minimum. Puis quand après 12 ans, on opère 2 à 3 fois par mois. C'est extrêmement difficile de voir nos patients puis justement les mettre sur une liste d'attente, sachant que il va y avoir des mois et des mois d'attente pour avoir leur chirurgie, alors que nous, ben, on fait notre travail réellement 2 à 3 jours par mois. Puis juste ça, je pense que c'est une raison qui, en fait, si on regarde là, les recommandations de l'AOQ, là, c'est vraiment qu'un orthopédiste devrait opérer au moins 1 jour et demi à 2 jours par semaine pour maintenir ses compétences. Puis au Québec, il y a des milieux où les gens opèrent ce nombre de jours-là, mais il y a plein d'endroits où c'est pas le cas. Puis je pense que oui, ça peut devenir vraiment frustrant. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre ce point-là. Mais bon, j'y vais avec mes questions rapides de la fin. Parfait. Un mythe sur la médecine privée. Donc, Marilyn, un mythe de la médecine privée, c'est de dire, ben, les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, choisissent seulement les cas faciles pour leur pratique. En fait, moi qui ai fait des cas complexes toute ma carrière, mes collègues aussi, j'aimerais ça pouvoir faire des révisions majeures et traiter ces patients-là, puis prendre mes années d'expérience, puis continuer de les mettre à profit. Mais le milieu privé, à cause des règles, des limitations qu'ont nos infrastructures, les normes, les permis de pratique, les permis d'hôpital privé, on ne peut pas faire ces cas-là. On n'a pas de soins intensifs, on n'a pas de banque de sang, on n'a pas de chirurgien vasculaire sur place, on n'a pas non plus des instruments pour faire tout ça. Et en plus, imaginez s'il fallait que le patient paye de ses poches une révision qui coûte 50 000 d'implant, ça fait pas de sens. Donc, le mythe est que on ne choisit pas les cas nécessairement parce qu'on veut faire des cas faciles, c'est qu'on n'a pas les moyens pour le faire. OK. Un avantage réel à la pratique au privé. Mais c'est le plein contrôle hein, que j'ai aujourd'hui dans ma pratique. L'interaction avec tous les professionnels avec qui je travaille, je peux vraiment établir un travail de confiance, une relation qui va amener la qualité de soins à un niveau supérieur. J'ai travaillé avec du monde extraordinaire lorsque j'étais au public, mais malheureusement, après 6 mois, un an, ces personnes-là changeaient de département, changeaient de milieu et je perdais cette relation-là on avait pris certains mois ou certaines années à construire. Donc, l'avantage, vraiment, moi, ce que je vis et ce que j'apprécie, c'est un travail d'équipe là, que j'avais jamais pu goûter avant. Et de façon assez surprenante, mes collègues et moi, on s'est rendu compte que nos patients avaient des résultats nettement différents, malgré que j'effectue la même technique chirurgicale. Donc, on se disait que notre rôle était peut-être pas si important que ça dans la qualité des résultats. Intéressant, intéressant. Maintenant, quelqu'un qui veut se lancer là, en pratique privée, est-ce que tu peux nous parler d'un risque réel? Ben, le risque, je dirais, est-ce que le risque, évidemment, il faut être prêt à mettre les efforts. Il faut être prêt aussi à maintenir les plus hauts standards. Je pense que actuellement, on a été élevé hein, à faire une pratique publique et on ne peut pas reproduire ce modèle de pratique-là lorsqu'on arrive en privé. Les responsabilités sont différentes, les enjeux sont différents. Ça prend, je pense, une maturité assez importante, comme tu le mentionnais tout à l'heure, dans nos indications, prise en charge des complications. On a une responsabilité qui dépasse beaucoup ce que notre environnement au public pouvait nous offrir. Hein. L'environnement au public où on a
un groupe de travail, des réunions de service, des gens qui nous surveillent un peu, par défaut, parce qu'on travaille dans un environnement où il y a plusieurs intervenants. En privé, il faut éviter à tout prix la pratique solo, d'être un visiteur dans une clinique privée, parce que là, on n'a pas cette couverture-là que nos pairs peuvent nous donner. Mhm, je comprends. Un élément essentiel pour l'avenir du système de Ben, santé en général au Québec. je l'ai répété plusieurs fois. Moi, je crois énormément qu'il faut donner le pouvoir au patient de décider par qui il va se faire soigner, à quel endroit il va se faire soigner et quand il va se faire soigner. Et je rajouterais de la façon dont il va recevoir les soins. Les patients devraient dicter un peu la pratique qu'on doit leur offrir. C'est fini un petit peu la pratique médicale où on décide ce que le patient a besoin. Et je pense qu'il y a de la place pour une variété d'interventions. Et si on donne cette autonomie-là aux patients, ben, le système de santé va évoluer en fonction des besoins de la population et non pas en fonction de désirs politiques ou financiers, par exemple. Mhm. Puis, question de la fin, est-ce qu'il y a une façon où tu peux imaginer que ce système de santé-là québécois deviendrait bien et parfait sans intégrer le privé au public? Ben, si on ne l'intègre pas, le privé, c'est qu'on enlève justement cette alternative-là. On fait du one size fits all avec le système public. On décide des actes qui peuvent être posés, on décide des tarifs de ces actes-là, on décide où ça va se donner, quel va être le milieu de soins. Euh, donc, j'ai beaucoup de difficultés à penser qu'un système public peut répondre à l'ensemble des besoins de la population. C'était une vision qui était peut-être bonne dans les années 70 parce que les soins de santé étaient peu évolués, la technologie était encore assez limitée. Maintenant, le problème, c'est que les soins de santé ont tellement progressé que il faut établir des balises et ces balises-là débordent largement de ce qu'on peut offrir dans un système universel. Et si, tu sais, on a parlé des CMS rapidement tantôt, mais justement, le modèle des CMS qui est en fait un modèle un peu privé où on essaie d'être plus efficace, d'avoir des cas plus spécialisés avec une équipe spécialisée, ce modèle-là pourrait techniquement être intégré au système public, puis à la fin offrir des soins de très bonne qualité aussi, équivalents là, à ce qu'on peut retrouver au privé probablement. Tu parles probablement des CMS participantes, donc celles qui ont un financement public où le Mhm, médecin tout va à aller fait. opérer là-bas. Ouais. Ces modèles-là ont été essayés dans des pays comme l'Angleterre. Et lorsqu'on établit ces modèles-là, c'est des modèles où les soins vont être donnés par appel d'offres. Autrement dit, le système privé va offrir une offre de soins avec un tarif et tout ça. On sait que ces modèles-là ne sont pas très bons pour les patients. Autrement dit, c'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour faire du volume, mais en fait, qu'est-ce qui arrive quand on a des appels d'offres? Ben, le système privé va vouloir conserver une marge de profit et donc, à bas coût, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire la qualité. Et ça, c'est le méfait de sous-contracter le privé par appel d'offres. Ça, c'est un modèle qui, selon moi, peut fonctionner dans un certain secteur, mais il ne faut pas penser que c'est l'unique façon d'offrir du privé. Ce n'est pas la bonne voie. Parce que il y a des exemples en ce moment qui sont en train de se faire dans divers sphères chirurgicaux, qui ne sont pas l'orthopédie, mais qui s'apparentent à ça. Et on sait que plus on réduit les coûts, ben, on ne peut pas offrir le même type d'environnement, le même type de qualité si les marges sont quasi inexistantes. Mm. Euh, donc, c'est pour ça que je reviens encore à l'idée qu'il faut que ce soit un système avec le moins de contraintes possible,
Il ne faut pas penser que le gouvernement devrait tout contrôler parce que c'est pas comme ça que le patient va en tirer le meilleur profit là, au bout du Mm. compte, là. Ça, c'est certain, ça, à mon avis. Bon, bien, merci beaucoup, Pascal, d'être venu me parler de système privé là, avec moi ici sur Ortho Insider en français. Puis je pense que le message qu'on peut garder, c'est gardons toujours le patient au centre des soins, que ce soit au public ou au privé. Tout à fait d'accord. Merci. Merci.